Bonsoir et bienvenue sur notre live Les Échos des terrains. Écoutez, une fois n'est pas coutume, j'ai l'honneur de recevoir Manu. Salut Manu. Salut Nico, salut à tous, ça va bien? Écoute, au top pour discuter des matchs de la Ligue des Nations. Sans transition, je pense que on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec un petit Portugal versus Pologne. Donc gros match de la part de nos amis portugais qui ont gagné 5-1 ce match. Vas-y Manu, je t'en prie. Ouais, c'était un match important parce que c'était le match qui pouvait assurer la qualif et la première place. Ça a été fait de belle manière. Alors, surtout en deuxième période, parce qu'il y a 0-0 à la pause, c'est ça qui est assez incroyable, c'est que le Portugal gagne 5-1, mais tous les buts sont marqués en deuxième période. Euh, En première période, ça a été un rythme assez lent. Il y a eu du mal à créer des occasions. Cristiano Ronaldo n'a pas été trouvé. Il y a eu peu de choses de créées pour le Portugal en première période et en deuxième période, ça a vraiment accéléré à l'entrée de Vitinha qui a fait beaucoup de bien au milieu de terrain, parce qu'il fait 2 passes décisives, je crois. Une c'est ouais, 2 passes décisives, donc il a fait beaucoup de bien au milieu de terrain. Il a créé les occasions qui manquaient justement en première période et puis il y a eu un CR7, qui a été beaucoup plus trouvé. Alors, il marque sur penalty le premier, mais il marque le deuxième but qui est magnifique, un ciseau acrobatique qui est incroyable. Le Portugal a déroulé parce que c'est une équipe sur le papier, c'est une équipe, quand je regarde cette équipe sur le papier, c'est monstrueux, hein. Le 11 de départ, les capacités à faire rentrer des joueurs du banc, tous sont monstrueux. Mais sur le papier, quand tu vois Bernardo, Leao à gauche, Pedro Neto à droite, Cristiano Ronaldo devant, derrière Neves, Bruno Fernandes, dans les couloirs, les latéraux, c'était Nuno Mendes et, et Diogo Dalot. D'ailleurs, Nuno Mendes a été passeur décisif sur le premier but. Il n'y a que des individualités de fou. Donc, c'est un score logique qui a mis un peu de temps à se décider, mais j'ai bien aimé ce que j'ai vu, surtout la deuxième période. Une très belle équipe qui assure la première place parce que la Croatie a perdu en Écosse. Donc, c'était le match à gagner. Puis ce soir, le Portugal joue d'ailleurs, mais c'est une équipe totalement bis. C'est logique, puisqu'ils sont déjà premiers. Ils ont fait le match face à la Pologne, ils ont fait le travail. C'est bien, sacrée phase de groupe de Ligue des Nations. Alors cette compétition, on peut en penser ce qu'on veut, mais ça reste une compétition officielle, donc le Portugal répond présent et ça va être intéressant de les voir dans le quart de finale et puis le Final Four s'ils se qualifient. On peut pas les jouer parce qu'ils sont premiers, nous on est premiers en France, donc on pourra pas les jouer en quart de finale. Mais c'est une très très belle équipe, hein. Les individualités m'impressionnent et le jeu en deuxième période face à la Pologne a été plutôt bon. Yep. Je voudrais juste revenir avec toi sur quelques actions, notamment en première période. Tu as CR7 qui s'est plaint auprès de l'arbitre pour justement une action où il estime que le défenseur polonais aurait fait faute sur lui. Qu'est-ce que tu en penses? Il se plaint à chaque match, il est comme ça, c'est-à-dire qu'il met beaucoup de pression parce que déjà il sait que lui, il a un impact individuel et puis pour mettre la pression sur l'arbitre, sur le match, sur les décisions d'après, il fait ça, il sait pourquoi il le fait, il est pas vraiment frustré, c'est juste pour mettre la pression sur l'arbitre. Il a pris un carton jaune d'ailleurs parce qu'il râle tout le temps, il est tout le temps à contester toutes les décisions, peu importe ce que c'est, tout le temps à parler, à crier. Il est comme ça, d'autres joueurs le faisaient, Thiago Motta par exemple, le Barça, je me souviens à une époque avec Guardiola, ils se regroupaient tous autour de l'arbitre. Cristiano Ronaldo, il a cette culture-là de mettre la pression, parce qu'il sait déjà que lui, il est très connu et que donc il a un impact, mais aussi pour les décisions futures, parce que ça peut influencer, pourquoi pas, en tout cas c'est ce qui se dit, que ça pourrait influencer l'arbitre sur la suite du match. Je sais pas, il est comme ça, quoi. Il le fait tout le temps, tout le temps, tout le temps, que ce soit en club, en sélection. Chaque match, c'est pareil. C'est assez anecdotique. Puis au final, ils ont obtenu le penalty un penalty en deuxième période qui était logique. Mais voilà, il fait ça pour pas laisser le match échapper à son équipe au niveau de l'arbitrage, pour montrer une pression tout le temps. Il y a des joueurs comme ça qui sont exubérants et il en fait partie. Et écoute, j'ai encore une question qui m'interpelle. Qu'est-ce qui a fait que la Pologne maîtrisait le Portugal en première mi-temps et a totalement explosé en seconde? Le niveau du Portugal, pour moi, tout simplement,
Parce qu'en termes d'individualité, déjà, il y avait pas Lewandowski, donc c'est encore plus compliqué, et puis ils ont tant que l'équipe adverse n'est pas très intéressante dans le jeu, tu peux la Pologne a réussi à défendre, à fermer des espaces parce que ça jouait bas, il y a pas eu de situation concédée. C'est vraiment le fait que le Portugal ait élevé le niveau en deuxième période qui a gêné la Pologne. Par exemple, en première période, le Portugal ne sortait jamais au pressing, n'était jamais agressif à la perte du ballon pour étouffer la Pologne et ça s'est senti. Il n'y a pas eu d'occasion créée, il n'y a pas eu de danger. Ils pouvaient ressortir les ballons assez tranquillement, même s'il n'y avait pas d'occasion pour la Pologne. Il y a eu quelques contres quand même, mais c'est surtout le fait que le Portugal ait élevé le niveau en deuxième période, l'entrée de Vitinha et puis le fait que Nuno Mendes soit monté assez haut, qu'il soit décisif, le fait que Leao soit décisif. Le penalty parce qu'il change un petit peu, le match, parce que marquer en premier sur un penalty, bah, c'est pas pareil. Hem, le niveau du Portugal, tout simplement. Quand tu vois ces individualités-là et qu'en plus le niveau collectif est intéressant, bah, il y a pas grand-chose à faire pour la Pologne malheureusement. Il y a trop d'écart en fait, donc le match dépend surtout du Portugal dans ce contexte-là et en deuxième période, ils ont été largement supérieurs. Ouais, bah, écoute, je pense que on a fait le tour, de ce match-là. Alors je propose de passer tout de suite à un match, très attendu, Belgique contre, l'Italie. Donc bah, ce que moi j'ai noté de ce match, c'est que, on attendait vraiment, les Belges au tournant et malheureusement, voilà, ils sont, encore tombés dans leurs travers. Beaucoup de déchets techniques, j'ai trouvé. Après, c'est vrai que voilà, on n'a pas, non plus, «l'équipe type» entre guillemets, côté belge. Voilà, on les connaît maintenant, hein, une belle équipe, d'Italie en face. Je te laisse continuer. Ouais, il manque trop de joueurs pour la Belgique, tu l'as dit, c'est pas possible. À un moment, il peut pas se passer d'autant de cadres. Alors, il y a des blessures, il y a Courtois qui veut plus revenir tant que c'est le même, tant que c'est Tedesco qui est sur le banc. Il y a trop de problèmes avec les cadres, et ça se sent. Cette équipe, elle manque d'individualité. La Belgique, ça a été longtemps une génération dorée avec les Eden Hazard, avec les Kevin De Bruyne, avec les Lukaku. Là, ça manque terriblement d'individualité, de joueurs capables de faire la différence. Quand je vois que c'est Trossard le taulier de cette équipe, je suis très inquiet parce que Trossard, c'est un taulier dans aucune équipe, ni en Belgique, ni à Arsenal. Donc, il y a vraiment pas grand-chose. Il y a vraiment ça manque de lien dans tous les secteurs de jeu. Je comprends pas non plus tactiquement ce que veut faire Tedesco parce que quand j'ai regardé le Portugal, j'ai vu ce que voulait faire, Martinez face à la Pologne. Là, je comprends rien à ce que veut faire Tedesco quand je vois son équipe. Je sais pas s'il joue à 3 derrière parce que soit il met Zeno de Bast latéral droit, mais c'est un défenseur central, donc c'est à 3 derrière, ou alors il met, Arthur Tate, latéral gauche, mais c'est pareil, c'est un défenseur central, donc c'est à 3 derrière. Je comprends rien à ce qu'il veut faire, tactiquement, j'arrive pas à lire. Donc je pense que personne n'arrive à lire ce qu'il veut faire et je pense que c'est pas clair du tout et en plus ça manque d'individualité donc au final il y a rien quoi. On l'a vu sur les 2 matchs, face à l'Italie, il y a eu une Italie qui n'a pas été géniale, mais un Tonali qui a été exceptionnel lui, ça a suffi. D'ailleurs c'est le buteur. Mmh. Hem, il faut pas grand chose pour battre la Belgique et c'est un problème parce que ça devrait pas être le cas. L'équipe de France a battu facilement la Belgique 2 fois, l'Italie pareil, il faut vraiment pas grand chose pour battre cette Belgique et c'est un problème. Il y a des problèmes partout, individuels, collectifs, tactiques. Heu là, ça parle de plus en plus d'un changement de coach. Je pense que ça devient assez nécessaire parce qu'après l'Euro, on pourrait se dire: «C'est encore récent, il a le temps de construire quelque chose, de mettre en place quelque chose tactiquement». Mais le problème, c'est que j'ai aucune idée de ce qu'il veut faire tactiquement. J'arrive pas à savoir, j'arrive pas à comprendre. Donc je pense qu'il faut un changement et puis surtout, il faut libérer les cadres parce que Courtois ne veut plus revenir, parce que De Bruyne n'a pas l'air très, très heureux quand il est là, là, il était pas là, mais il a pas l'air très, très heureux. Lukaku, c'est pareil. La Belgique ne veut pas se passer de ses joueurs, donc si le coach n'en veut pas, bah, à un moment, il faut choisir et le problème, c'est que sans ces joueurs-là et dans l'idée du coach, bah, ça fonctionne pas parce que finir 3e aussi loin de la bataille, Italie-France dans ce groupe-là pour la Belgique, ben, c'est pas une satisfaction, quoi et en plus, ils ont perdu le dernier match contre Israël, c'est une catastrophe. Mmh. Heu, enfin, c'est une catastrophe. De toute façon, quoi qu'il arrive, ils étaient 3e, mais dans 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 la capacité de cette équipe qui était vraiment en train de progresser sur les années précédentes, qui faisait des bons résultats, en tournoi, bah, là, il y a plus grand chose, quoi. Il y a vraiment plus rien. Tout le monde peut battre la Belgique, donc c'est pas satisfaisant et face à l'Italie, je ne comprends pas. Il met De Kuyper, mais il le met très, très haut devant Théâtre.
C'est quoi? C'est De Kuyper ailier gauche ou alors c'est piston gauche? Mais dans ce cas-là, tu demandes à Théâtre de vraiment jouer défenseur central? Enfin, c'est incompréhensible, c'est incompréhensible. Très déçu et j'attends beaucoup mieux. J'attends surtout de voir ce qu'ils vont faire, ce qu'ils vont décider au niveau du coach parce que ça va pas. Effectivement et hem, en fait, là, c'est une question, voilà, c'est pour, te lancer sur le sujet, mais est-ce que, pour toi, c'est, la volonté de faire mal à l'adversaire côté italien et une certaine, un certain manque, bah, oui, finalement de résultats aussi côté belge qui font que, cette équipe, belge, déjoue complètement? Non, c'est même pas la puissance de l'Italie pour moi parce que la puissance du Portugal, on l'a vu quand ils veulent en coller 5 en 45 minutes, bah, c'est possible et ils le font et s'ils font la première période à ce niveau-là, le Portugal, il peut avoir 9-1 sans souci ou 10-1, c'est pas un problème. Donc la Belgique face à l'Italie, c'est pas le même contexte. L'Italie, on l'a vu d'ailleurs face à la France, c'est pas une alors au match aller, oui, l'Italie, ça a été une grande équipe face à la France parce que la France a été mauvaise tout simplement, donc c'était une bonne Italie, mais quand les équipes en face sont plus fortes, bah, l'Italie, c'est pas un mastodonte, c'est pas une équipe qui martyrise ses adversaires, qui c'est pas encore là, c'est pas encore ce cadre-là du tout. On l'a vu à l'Euro, c'était pas encore, très satisfaisant, loin de là. Donc c'est pas l'Italie qui a écrasé la Belgique, c'est le niveau de la Belgique qui est très insuffisant, très peu satisfaisant. Je l'ai dit, il y a pas d'individualité, il y a pas de jeu, il y a pas de notion tactique, il y a rien et puis il y a, plus en plus d'éloignement entre l'équipe et les supporters qui n'arrivent plus bah, à suivre cette équipe parce qu'il y a trop de défaites tout simplement. C'est même pas une histoire d'amour ou de désamour, c'est juste qu'il y a trop ils perdent tout donc forcément, il y a plus aucun intérêt pour la sélection, belge parce qu'ils perdent tous leurs matchs, ils arrivent plus à obtenir aucun résultat. Là, ils arrivent pas à se qualifier pour les quarts de finale. Non, c'est pas l'Italie où il y a quelques joueurs en Italie qui ont été supérieurs, Tonali moi je le trouve monstrueux, il est buteur contre la Belgique, mais il y a quelques joueurs qui sont au-dessus, mais c'est pas une équipe qui a surdominé et pourtant la Belgique n'a quasiment jamais existé dans ce match, quoi. Il y a pas d'occasion, il y a rien, il y a aucune idée collective, individuelle, il y a rien. Heu, c'est le niveau de la Belgique qui est c'est pas comme la Pologne ou face au Portugal où tu dis: «Il y a rien à faire de toute façon», parce que tu peux faire ce que tu veux. Si le Portugal est à son niveau, quoi qu'il arrive, tu en prends 4 ou 5. Il y a pas grand chose à faire. Il faut un carton rouge, il faut un peu de miracle pour essayer d'obtenir quelque chose. Là, la Belgique, c'est juste que c'est pas au niveau, tout simplement. La Belgique peut faire beaucoup mieux, mais avec d'autres choix de joueurs, avec d'autres choix tactiques, avec des cadres qui sont heureux de revenir en sélection, parce que là, c'est pas le cas. Ouais, il manque beaucoup trop de choses à la Belgique pour être compétitif. Yep, je partage, ton avis et d'ailleurs, on va se faire un petit point, sélection belge, après avoir, parlé de tous les matchs. Mais je vais quand même en profiter, hein, je pense que c'est important d'être solennel avec la Belgique. Ma ami belge, désolé pour vous, mais là, va falloir reconstruire les amis. Allez, sur cette, bel enchaînement, on va passer au match Pays-Bas, versus, Hongrie. Un match, où finalement, il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu, d'ailleurs, un fait de jeu, hem, qui est voilà, qui est heureusement, rare dans le football, mais voilà, le fait qu'il y ait un joueur un staff, quelqu'un du staff, hongrois qui a priori eu un malaise. C'était, je sais plus, à la 10e minute ou c'était très tôt dans le match. Bref, il y a eu un gros arrêt de jeu. Hem, donc, est-ce que, voilà, ça a un peu, déstabilisé, l'équipe hongroise? Je sais pas. Difficile à dire. Mais en tout cas, voilà, sur ce que, a montré les Pays-Bas, bah, je veux dire, il n'y a pas grand-chose à dire à part que, c'est mérité, du début à la fin pour moi. Vas-y, je te laisse enchaîner. C'est la Hongrie qui a décidé de reprendre le match, donc ça veut dire qu'ils en avaient envie et qu'ils étaient capables de le faire et mais surtout ce qui se passe, c'est que oui, il y a l'arrêt de jeu déjà qui est très long, c'est compliqué et puis surtout, le match n'a même pas repris et en fait l'arbitre va à la VAR parce qu'avant l'arrêt du jeu, il y avait une situation de penalty dans la surface de la Hongrie donc le match reprend mais il reprend avec un penalty directement pour les Pays-Bas, que Weghorst a marqué
Oui, ça peut déstabiliser, mais c'est pas ça pour moi qui fait perdre le match. C'est un peu le même contexte que Portugal-Pologne, ce Pays-Bas-Hongrie. C'est une équipe qui est totalement supérieure à l'autre. Hem, En première période, ça a été un peu plus compliqué parce que les Pays-Bas marquent sur coup de pied arrêté, parce que Weghorst n'a pas eu de ballon à part le penalty qu'il marque, mais sinon il a pas de ballon dans le jeu, dans la surface. Gakpo n'a pas tellement été en vue en première période. Il y avait peu de choses de milieu de terrain. Moi, j'attendais beaucoup avec De Jong et Reinders notamment. C'est très peu projeté. Donc en première période, ça a été une maîtrise, mais une maîtrise stérile pour les Pays-Bas. Et puis en deuxième période, ça a déroulé. Les changements ont fait beaucoup de bien. Koopmeiners a fait beaucoup de bien. Frimpong a fait beaucoup de bien. Une équipe totalement supérieure parce que c'est une équipe, les Pays-Bas, qui aime avoir la maîtrise du jeu, qui aime avoir la possession. Et en plus, quand c'est plutôt bien organisé tactiquement, comme c'était le cas, et qu'il y a des individualités qui sont capables de faire des différences, Koopmeiners, moi, c'est un joueur que j'aime énormément. Gakpo, qui a été très bon en deuxième période, contrairement à la première, et ben ça déroule. C'est un petit peu pareil. La Hongrie ne pouvait pas faire grand-chose. Alors en plus, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont concédé 2 pénaltys. Il y en a un autre après. Quand tu fais des erreurs dans ta surface, sur ta manière de défendre, bah, c'est encore plus compliqué parce que déjà que tu souffres et que tu subis la possession et les vagues qui reviennent, si en plus limite tu offres des situations, bah, ça devient impossible. Donc non, non, il y avait trop d'écart. Il y avait beaucoup trop d'écart, malgré des lacunes encore chez les Pays-Bas. Par exemple, j'ai moins été impressionné par, je sais pas toi, mais moi j'ai moins été impressionné par les Pays-Bas que par le Portugal, mais ça reste largement Ouais. supérieur. Heu, je sens quand même qu'il y a une volonté dans le jeu d'avoir une maîtrise d'une possession, de faire mal haut sur le terrain avec le ballon, d'étouffer l'adversaire, c'est plutôt bien fait. Il y a des lacunes individuelles, contrairement au Portugal, parce que l'effectif du Portugal il est l'au-delà les individualités. Pays-Bas un petit peu moins, d'autant plus qu'il y avait pas Xavi Simons qui lui fait beaucoup de bien normalement. Mais ça a été quand même largement supérieur, il y a pas photo entre les 2 équipes. La Hongrie, il y a pas d'individualité, il y a Szoboszlai, le joueur de Liverpool, mais il est tout seul. Il doit se faire les passes et marquer pour lui-même, c'est Ouais. pas possible. Donc il y a vraiment pas grand-chose malheureusement, donc c'est pas quand l'équipe en face est bien organisée et cohérente, bah, c'est quasiment impossible de lutter et la Hongrie n'a jamais existé dans le match. Il y a jamais eu photo pour moi. Oui, après, il y a quand même négo, du côté de la Hongrie, Non, mais quand tu compares les 2 équipes, il y a pas il y a tu peux pas il y a trop d'écart d'individualité entre les 2. Alors ça veut rien dire, souvent des équipes qui ont des meilleures individualités perdent des matchs, mais quand c'est bien organisé et que tu sais ce que tu fais à peu près parce qu'il y a encore des lacunes, par exemple Timber, le latéral gauche, quand il est positionné latéral gauche, j'ai du mal à comprendre pourquoi il est latéral gauche. Alors je vois bien l'idée, c'est comme quand il met Nathan Ake, ça veut dire que c'est un comme un 3e défenseur central et que Gakpo qui est devant doit faire des efforts devant lui pour défendre, mais offensivement, ça n'apporte rien, de mettre Timber latéral gauche. ouais. Quand il a changé en deuxième période, parce que moi j'avais vu que ça allait pas quand il a changé en deuxième période et qu'il doit faire rentrer Atto, ça a été beaucoup mieux. Il y a des ballons qui sont venus du côté gauche, par le latéral, ça a été différent. Il y a des lacunes encore dans cette équipe des Pays-Bas. Moi, pour moi, c'est pas une équipe qui peut gagner des titres. Je trouve pas pour l'instant, mais c'est quand même intéressant et puis surtout, c'est supérieur par rapport à la Hongrie, tout simplement. Ouais, je crois que là, après, c'est vrai que j'ai trouvé, tiens pour le noter, Dibous, je sais pas comme ça que si c'est comme ça qu'on prononce, assez intéressant parce qu'il avait quand même retardé pas mal, justement, les quelques occasions, qu'il y avait eu, en première mi-temps, côté, Pays-Bas. Voilà, après, effectivement, il y a pas grand-chose à dire sur le contenu, voilà, c'est clairement, pour moi, enfin, ouais, il y avait pas vraiment de concurrence à la hauteur, en face des Pays-Bas, c'est clair et net. Et puis tu peux essayer de tenir longtemps, tu peux essayer de retarder l'échéance, mais quand tu offres 2 pénaltys, bon bah là, Ouais, c'est mission impossible parce que quand tu es dans cette idée-là de vouloir défendre, de fermer les espaces, tu dois rendre les choses compliquées à l'adversaire. C'est-à-dire que les occasions, elles doivent être difficiles à marquer, en tout cas à créer, et là, tu donnes 2 pénaltys, donc ça ouvre totalement le match. Ensuite, à 2-3-0, tu es quasiment plus dedans, quoi, donc les Pays-Bas ont déroulé et il y a pas eu match. ouais, notez aussi, la belle entrée de Frimpong, pour, justement, qui a dynamité, en 2 minutes, la défense, pour, bah, faire en sorte que, Koopmeiners arrive à marquer, quoi. Donc ouais, encore, très remuant, Frimpong.
Ouais, c'est intéressant Frimpong parce qu'en plus il rentre milieu ailier droit parce que derrière il y a Dumfries. Il le fait pas rentrer à la place de Dumfries, il le fait rentrer devant, parce que le match était déjà plié, donc il s'en fout d'avoir un côté droit avec 2 latéraux droits entre guillemets. Et puis surtout parce que Frimpong est capable on l'a vu, tu l'as dit sur le but de Koop Meiners, il est capable de jouer très haut sur le terrain. D'ailleurs à Leverkusen, il joue piston, il joue sur tout le couloir droit, il est très haut souvent avec, Grimaldo de l'autre côté. Mais Mmh. Frimpong, c'est un joueur qui est à l'aise, très haut sur le terrain. Je me demande s'il a pas été formé plus haut comme ailier ou même si c'est devenu un latéral droit, en professionnel, mais il est capable de jouer latéral droit latéral droit et milieu droit, ailier droit, donc c'est vraiment intéressant. C'est ultra décisif tout le temps. Moi, j'ai beaucoup aimé Dumfries aussi derrière, le latéral droit parce qu'à l'Inter, il joue tout le temps dans un schéma où il a 3 défenseurs centraux. Là, c'est pas le cas et il est quand même intéressant et il arrive quand même à être décisif, dans la surface adverse. Il est buteur, il met une belle reprise de volée. C'est intéressant d'avoir un latéral droit qui est capable de tenir une défense avec 2 défenseurs centraux seulement et en même temps d'être décisif offensivement et buteur, parce qu'il est très à l'aise dans la surface adverse, Dumfries, tout le temps. Donc moi, j'ai beaucoup aimé. Ouais, bah, écoute, moi aussi, c'est vrai que je me rappelle d'Adam Dumfries, qui était, vraiment enfin, qui faisait peine à voir au PSG. Donc ça fait plaisir, voilà. Dumfries? Non, il a pas joué au PSG. C'était pas au PSG, Dumfries? Non, non, Ah il a pas bon? joué au Bah, PSG. je dois confondre alors. Parce que c'est Kerrer qui est à Monaco qui était au PSG. Ah ouais? Bah, attends, je vais juste vérifier. Où est-ce qu'il est passé Dumfries? Il a été Je vais recruté vérifier. directement, par l'Inter. D'accord, OK, parce qu'il m'avait semblé l'avoir vu au PSG, dis donc. Je vais revérifier, où est-ce que je l'ai vu jouer alors et je te dis ça. Ouais, je te profites-en pour boire, t'as bien raison. Alors, que je regarde. Qu'est-ce que j'ai fait moi? Bah non, tu as raison. C'est pas au PSG que je l'ai vu jouer. Je l'ai vu jouer où alors? Bah je sais plus, je dois confondre. Voilà, tout simplement. Je dois confondre avec. Ah non, c'est pas au PSV. Bon bah écoute, je crois que j'ai bu. Une fois n'est pas coutume. Bah écoute, sur ce beau quiproquo, on va enchaîner sur Danemark, Espagne. Danemark, Espagne, ouais. Ça aussi, c'était un match très intéressant. Moi, ce que j'en ai vu, hein, c'est que, bah, il y a eu, bon, on a l'habitude, hein, de cette équipe espagnole, qui met le pied sur le ballon et entre guillemets, voilà, qui pose énormément de problèmes. On savait que ça pouvait être compliqué pour le Danemark. Ça l'a été, sachant quand même que, bah, vu qu'on était, au Danemark, il y a eu, une révolte, en fin de match et bah, ça a réveillé, les Danois, sans, une grosse, parade de David Raya, auraient pu, faire match nul, tout simplement. Vas-y Manu. Ouais, il peut y avoir 2-2 en fin de match, mais moi globalement, je suis hyper impressionné par ce que fait l'Espagne parce que là, c'était une équipe bis, hein. Quasiment Mmh. une équipe totalement bis. Il y avait pas les forces de l'Euro, il y avait pas d'individualité tellement supérieure. Il a même beaucoup fait tourner des Baena, des Oyarzabal qui sont pas titulaires normalement, défensivement, c'est pareil. Hem et malgré ça, ils arrivent toujours à être dans la constance depuis le début de l'Euro. Ce que fait De La Fuente, c'est monstrueux pour moi, vraiment. C'est devenu la meilleure équipe du monde aujourd'hui, l'Espagne. D'Europe, ça, c'est à peu près sûr parce qu'ils gagnent l'Euro et parce que depuis, ils gagnent tout. Mais je vois pas d'équipe supérieure à l'Espagne actuellement, parce que peu importe les noms sur la feuille de match, c'est toujours pareil. C'est toujours victoire et puis c'est toujours le même jeu, c'est toujours la même capacité à faire mal offensivement, toujours les mêmes, mises en place tactiques. Ça bouge pas, ça évolue pas et c'est très fort ce qu'il fait. C'est monstrueux cette équipe d'Espagne. C'est une certitude en ce moment qui est rare, hem, dans le jeu, dans les résultats. Mmh. Il y a pas d'équipe au-dessus. Heureusement que la entre guillemets, j'ai envie de dire que la France finit premier parce que jouer l'Espagne en quart de finale, ça aurait été chiant. Mais on va les éviter du coup en quart de finale. Mais c'est une moi j'ai trouvé ça monstrueux. En fait, ce qui m'impressionne, c'est cette capacité à faire mal sans tes individualités. Parce qu'un coach va toujours dire: «Oui, mais il manquait tel joueur, il manquait tel joueur», parce que tu as des individualités supérieures et donc c'est plus facile. Ça aide dans ta mise en place. Là, quand elles sont pas là en Espagne, bah, c'est pareil. Alors, bien évidemment que les joueurs qui rentrent dans le 11, c'est pas des pieds cassés, c'est pas des escrocs, mais
et ça reste très, très fort. C'est ça qui m'impressionne. Tout le temps le même niveau, ils se sont baladés dans leur groupe. Chapeau, chapeau et encore là, i c'est plus compliqué en fin de match. Il y a la réduction du score, il y a la situation l'occasion dont on a parlé avec le bel arrêt de Raya dans les arrêts de jeu, mais globalement, ils ont été supérieurs pendant 70 minutes. Oui, c'est Supérieurs sûr. totalement dans le jeu et c'est tout le temps comme ça, tout le temps. On l'a vu contre la France à l'Euro, c'est-à-dire que quand ils décident d'avoir une maîtrise sur le jeu, tu peux rien faire. Enfin si, tu peux le faire, mais il y a peu d'équipes qui sont capables de résister à ça en ce moment. Donc c'est très, très fort, ce que fait De La Fuente. Il était nommé au meilleur coach, au Ballon d'Or et il aurait pu l'avoir. C'est Ancelotti qui l'a eu, mais il aurait pu l'avoir puisque Rodri l'a eu pour l'Euro en partie. Donc ce sélectionneur, il aurait pu, dû, entre guillemets, l'avoir. Mais c'est très, très fort, hein. Chapeau. Moi, ça m'impressionne, j'adore trop ce qu'ils font. Chapeau. Oui, et puis, bon, tu l'as dit, c'est, effectivement, pas l'équipe type, mais même, cette équipe-là, waouh, quand même quoi, c'est impressionnant. Après, oui, il y a quand même des cadres, tu as quand même David Raya dans les buts, Olmo, je pense que, voilà, il a évidemment sa place. Ah mais Hem, Raya, c'est même pas le titulaire habituel, c'est ça qui est fou, c'est que c'est oui, normalement tu as Unai Simon, ouais. et peu importe si c'est titulaire ou pas, bah, ils sont performants et tu as des résultats. C'est ça que moi je trouve. Après, ouais, j'ai une préférence sur David Raya personnellement, mais après, voilà. Voilà, c'est vraiment des 2 grands gardiens pour le coup, donc là, tu as l'embarras du choix. Et puis, ouais, enfin, tu l'as dit, hein, c'est vraiment, le pied sur le ballon. On fait ce qu'on veut en fait, mine de rien, ils ont, absolument, fait ce qu'ils veulent avec la défense. Hem Et moi, j'ai toujours un petit problème avec Schmeichel, mais bon. Voilà, je trouve que waouh, c'est compliqué quand même Schmeichel, c'est un gardien un peu statique quoi, donc si vraiment, tu la cadres, correctement parce que tu as la technique, c'est quand même pas très compliqué de marquer quoi au final. Je retiens ça quand même. Il est ouais, c'est possible, il est moins explosif que quand c'était le gardien de Leicester qui était trop fort à l'époque. Il était plus jeune, il a pris un peu d'âge, il est plus tout jeune. C'est oui, oui, c'est possible. Déjà à Nice, c'était pas fou, même s'il était quand même précieux parfois. Il a joué à Anderlecht, il joue toujours à Anderlecht, c'est Mmh. compliqué souvent. Mais oui, c'est moins fort que ses plus grandes années mais je sais pas s'il y a une autre solution, je les connais pas donc il faudrait voir, mais je sais pas si le Danemark a une autre solution au poste de gardien. Ouais, ça faudrait voir dans le sens où attends là, c'est Hermansen sa doublure? Qui, joue, je sais pas où, attends, je vais te dire ça. Mads Hermansen, bah oui, c'est Leicester, il joue à Leicester, sa doublure. C'est celui-là dont tu parles? Non, tu connais pas? Bah, je connais pas à vrai dire, donc je peux pas te dire s'il peut prendre sa place parce que je l'ai pas vu jouer. Je crois pas que ce soit le gardien titulaire de Leicester. Heu, Possible je que non. sais pas s'il est capable de prendre la place de titulaire de Schmeichel. Moi je suis d'accord, Schmeichel est moins bon, dernièrement, il est moins explosif, A priori si, moins c'est brutal Titu, hein. comme il était à Leicester, mais A priori c'est Titu je sais pas à Leicester. je sais pas si c'était possible de le remplacer. Ouais. Bah, après, voilà, l'entraîneur, voilà, il est mieux placé que nous. C'est ça, Heu, s'il laisse Schmeichel, c'est qu'au moins il estime qu'il a pas tellement de solutions plus fiables derrière, même si il y a des lacunes, il assure quand même encore un rôle de cadre, de valeur sûre, même si c'est plus trop le cas. Mais quand tu es le Danemark, tu as pas forcément d'individualités qui sont très supérieures au reste des équipes, hein, il y en a pas tellement. Il y a Eriksen évidemment, mais à part lui, ben, c'est compliqué. Donc quand tu as un joueur, même si c'est un gardien qui a fait des très bonnes choses et qui reste un cadre, bah, ça doit être compliqué de le changer, mais la transition va se faire, il y a pas de raison. mmh, ouais, yes. Je regarde juste un truc, ouais, il a fait 2 arrêts, Schmeichel, mais c'est autant que Raya. Je sais pas si c'est intéressant. Non, mais de toute façon, là, sur ce match, c'est pas tellement lui parce que l'Espagne a Oui. tellement dominé ce match pendant longtemps. S'il prend pas ces 2 buts-là, il en prend 2 autres et il peut même en prendre plus, tu l'as dit.
C'est pas Thomas Tuchel, mais c'est vrai que c'est plus le gardien que c'était quand il avait, 25 ans à Leicester, c'est plus le même. C'était à l'époque quand c'est lui le gardien qui quand Leicester est champion avec, Mahrez, avec Kanté, c'est lui le limite pas loin des meilleurs gardiens de première ligue. Ouais, Bah, il a fait aujourd'hui une saison extraordinaire, quoi. ouais, aujourd'hui c'est plus pareil, mais c'est pas lui, faut là, c'est Non, pas la faute de Schmeichel, la défaite du Danemark parce que l'Espagne les a mangés tout simplement. ouais, ouais, Le score est assez flatteur, même si en fin de match ça a été c'est pas pareil, mais tu sens que si l'Espagne appuie, ils gagnent ce match 4-1 à l'extérieur et il y a peu d'équipes qui vont gagner 4-1, qui peuvent gagner 4-1 au Danemark, donc c'est monstrueux le niveau de l'Espagne. ouais, ouais, et puis, quand tu vois le premier but d'Oyarzabal, ça joue à une touche de balle, c'est incroyable, quoi, franchement, c'est un cas d'école, ce premier but. Non, je voulais juste revenir, pour clôturer, justement, ce match-là, c'est, sur la boulette de Fabian Ruiz, justement, qui amène le premier but, danois. Hem, Est-ce que, bah, déjà toi, tu penses que, voilà, c'est, quelque chose, où, il n'a pas pris l'information, donc c'est la faute de Ruiz? Et 2, est-ce que, bah, finalement, c'est pas non plus, le revers lorsqu'on a l'habitude de justement de ces genres de passes? C'est exactement ça, c'est aussi le fait que quand tu demandes, de ressortir les ballons avec plus de risques et bah, tu t'exposes à ça parce que les équipes qui allongent le jeu ou qui jouent en contre et qui se débarrassent entre guillemets «plus rapidement» du ballon, bah, elles s'exposent pas à ça. Donc tu t'exposes forcément à ça si tu demandes à tes joueurs, à tes milieux de terrain, même quand ils sont plus bas sur le terrain, de ressortir le ballon plus court, plus proprement pour essayer de manœuvrer le bloc adverse. Maintenant oui, il peut faire mieux Fabien Ruiz, mais il peut faire mieux. Comme souvent, j'ai envie de dire, même si avec l'Espagne, c'est plus performant qu'avec le PSG, il est beaucoup plus libéré. Je ne sais pas pourquoi, il a beaucoup plus envie de jouer avec l'Espagne qu'avec le PSG. Mais ça reste un joueur qui fait des choses moins bien. Pour moi, c'est pas un joueur du plus haut de tableau, notamment. Alors, il fait un superbe euro. Mmh. C'est vrai, avec l'Espagne, c'est devenu un cadre. Mais sur la durée, je sais pas. Moi, il y a d'autres joueurs qui me sautent aux yeux avant lui. Quand je vois le milieu de terrain avec, alors là, il est pas là, mais avec Rodri à l'Euro, avec Dani Olmo, bah, c'est des joueurs où c'est des valeurs tellement sûres que ça n'arrivera pas, a priori, ces choses-là. Fabian Ruiz, ouais, ça peut arriver le fait qu'il coûte un but, mais en même temps, il est souvent très, très performant avec l'Espagne, donc c'est pas un problème parce que encore une fois, je le dis souvent, mais concéder un but, donner un but, alors évidemment, si c'est à la 96e minute, bah, c'est compliqué, mais donner un but dans un match, faire une erreur, c'est rien. En tout cas, quand tu as la capacité et les certitudes pour faire mal dans un match et l'Espagne les a tellement que ils peuvent donner un but, c'est pas grave du tout. C'est tellement fort ailleurs que et ce qui est incroyable, c'est que c'est même pas l'équipe encore une fois, c'est que ça a été tellement fort sans les cadres et l'équipe réellement titulaire. Heu, cette maîtrise sans avoir Rodri au milieu, c'est monstrueux. Cette capacité à faire mal offensivement sans avoir Yamal, c'est monstrueux. Sans avoir Morata aussi. Mais ce que j'aime bien, c'est que même sans Morata, par exemple, il met un joueur comme Ayoze Perez, qui est aussi un pur avançant, qui est très en forme, en Liga. Il garde toujours les mêmes convictions, les mêmes idées tactiques. Il est trop fort, De La Fuente. Yep. Bah, écoute, sur ces belles paroles, on va enchaîner avec, un très gros match, pour plusieurs raisons. Celui, dont je te parle évidemment, c'est, Angleterre contre l'Irlande. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que, ben, premièrement, voilà, il a fallu pour moi, un fait de jeu, en fait, pour que l'Irlande craque. Forcément, voilà, tu peux pas, gagner, un match, si, bah, ta tactique, est totalement démantelée, tu perds un joueur, tu prends un péno. Bah, là, voilà, c'est compliqué. Et ce que j'ai vu quand même, c'est que, bah, toutes ces grandes nations, quand il y a des blocs bas comme ça, c'est dur de trouver la faille, quoi. Donc il faut, comme tu l'as dit auparavant, un fait de jeu, pour que, bah, au final, après, tu en prends 5, quoi. Donc il y a plus de match. Mais est-ce que, finalement, avec toutes ces équipes, qui, on le disait juste avant, bah, jouent, à faire en sorte de repartir de derrière, justement les petites équipes, maintenant, d'un point de vue tactique, savent très bien qu'ils doivent
faire des blocs bas. Est-ce que comme Kylian, tu penses que Le football, il a changé. je te laisse la parole. Oui, c'est encore plus étudié qu'avant. Maintenant, tu sais que si tu dois fermer des espaces, tu sais comment le faire, tu sais quoi demander. Tu sais que tu dois mettre des lignes très, très proches les unes des autres, demander à tes attaquants de redescendre. C'est ce que l'OM avait mal fait en début de match contre le PSG avec Greenwood qui n'était pas redescendu assez proche de Murillo et Nuno Mendes Barcola étaient seuls les deux en 2 contre 1. Donc oui, tu sais maintenant tactiquement comment fermer des espaces. Euh, ça, c'est plus compliqué peut-être à déjouer, mais c'est très très possible. Beaucoup d'équipes y arrivent. On n'a pas l'Espagne. L'Espagne, c'est sa spécialité. Justement, tu peux te mettre devant ta ligne de but. Tu peux être à 15 mètres devant ou à 20 mètres devant. C'est pareil pour eux. Parce qu'avec De La Fuente, contrairement à ce que faisait Luis Enrique, il y a tout pour détruire ça avec un numéro 9, avec des vrais ailiers, avec un numéro 10. Quand tu sais comment faire ça en face, ben, c'est vrai que c'est plus facile. Alors, le Portugal l'a fait en deuxième période et a montré que c'était possible de le faire. L'Angleterre, c'est plus compliqué parce que tactiquement, il part de plus loin encore. Là, c'est un sélectionneur intérimaire, Ali Carsley, qui est pas mauvais. Moi, je le trouve pas mauvais. Il a eu des bons résultats. D'ailleurs, l'Angleterre remonte en Ligue A, heureusement, en Ligue A de Ligue des Nations, enfin, groupe A. Mais là, il a fallu plus que le penalty parce que c'est vrai qu'il y a le penalty, tu as raison, mais il y a aussi le carton rouge. Et le carton rouge, là, ça y est, tu peux arrêter le match. C'est mieux, même limite, t'en prends moins parce que déjà que tu souffres trop à fermer des espaces à 11 contre 11. Bah, à 10 contre 11, voilà, c'est terminé. Il y a plus rien à espérer. À 1-0 à 10 contre 11, si tu gagnes pas le match, il faut arrêter. Il faut tout arrêter. Donc, oui, l'Angleterre a eu besoin de ça, mais moi j'ai quand même trouvé des satisfactions. Par exemple, un Bellingham que je trouve incroyable depuis 3 matchs. Il l'a été avec le Real Madrid juste avant la trêve contre Osasuna, où il est enfin buteur, mais surtout il avait été bon dans la zone qu'il occupait sur le terrain parce que ce qui lui avait été demandé avant par Ancelotti, c'était n'importe quoi. Et là, je le retrouve très très bon aussi avec l'Angleterre sur les 2 matchs. Là, face à l'Irlande, il est double passeur décisif, il est hyper influent dans le jeu, hyper juste techniquement. Donc j'ai quand même trouvé des bonnes choses. J'ai une organisation tactique qui est plutôt cohérente, même s'il y a toujours des incohérences. Le latéral gauche, des choses comme ça, mais globalement, ça suffit dans le groupe B de la Ligue des Nations. Et heureusement que ça suffit parce que quand tu regardes l'effectif de l'Angleterre, il y a quand même peu d'effectifs au monde qui ont ça, qui ont ces individualités-là. Mais Watkins a été performant sur le premier match face à la Grèce. Face à l'Irlande, c'est Kane qui a été performant. Il y a trop d'atouts, mais c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont changé, qu'ils attendent Thomas Tuchel, qui va être le prochain sélectionneur de l'Angleterre à partir de décembre, je crois, ou de janvier, je ne sais plus. Mais en tout cas, pour les prochains matchs, ce sera Thomas Tuchel maintenant. Parce que il manque encore des choses, on va voir ce qu'il va amener. Moi, je ne sais pas du tout ce qu'il va faire, ce qu'il va amener Tuchel. J'en ai aucune idée parce qu'il a fait tellement de choses différentes dans ses mises en place, dans ses différents clubs, que j'ai aucune idée de ce qu'il va faire. S'il va continuer sur ce 4-2-3-1 comme le faisait Lee Carsley, qui a plutôt bien fonctionné, ou s'il va repasser à une défense à 3 dans l'axe. J'en ai aucune idée, mais on verra. Là, ça a suffi. Ça a suffi avec des individualités largement supérieures. Mais même avant le carton rouge, l'Angleterre dominait, mais l'Angleterre dominait totalement sans réussir à marquer. C'est ça la petite lacune et Tout à le fait. petit déficit. Le carton rouge, ça a terminé le match, mais il faut le provoquer. Il faut provoquer le pénalty et le carton rouge. C'est aussi un atout. Ça veut dire que tu es haut sur le terrain, ça veut dire que tu es dans la surface adverse, ça veut dire que tu mets en danger, en difficulté l'adversaire. Euh, le score est assez anecdotique parce que le carton rouge a changé le match et sans, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Ça peut faire 1-0, 2-0, comme ça a été le cas, notamment face à la Finlande plusieurs fois, où ils n'ont pas réussi à vraiment à martyriser, ou l'Irlande aussi. Ils n'ont pas réussi à martyriser les, les adversaires, mais ça suffit. Parce que, heureusement, parce que déjà avoir été relégué en Ligue B avec avec l'Angleterre en Ligue des Nations, c'est honteux. Donc là, ils remontent. Ils remontent. C'est pas encore une grande équipe, mais ça va dépendre de Thomas Tuchel. On va voir ce qu'il va faire. Tout à fait. Tu le disais par rapport à l'effectif. En plus, il y a des petits nouveaux qui arrivent. Euh, je crois que c'était un U21, Harwood Bellis, qui est passé en équipe première, qui marque le cinquième but. Première sélection, premier but. Ah, Il c'est a beau. Curtis Jones aussi de Liverpool qui marque son premier Ouais, but sur sa première sélection. Il y a un vivier qui est démentiel, hein, qui est totalement démentiel. Il y a des joueurs comme Grealish, comme Sancho qui sont pas du tout dans l'effectif.
et ça te montre que le vivier qu'il y a, mais il y a très, très peu d'équipes qui ont l'effectif de l'Angleterre, hein. Très, très peu. C'est pour ça que de rien avoir gagné sur toute l'époque Southgate, c'est pas normal, même s'ils font 2 finales, c'est pas normal de rien avoir gagné. C'est la prochaine étape. C'est la prochaine étape depuis 1966 en même temps, donc ça fait longtemps. Est-ce que Ouais. Tuchel va y arriver? Je peux pas te dire. Je sais pas parce que je sais pas ce qu'il va faire. Évidemment qu'il a l'effectif pour et que tout le monde peut gagner avec l'Angleterre. Encore faut-il que ce soit cohérent et intelligent et je sais pas ce qu'il va faire. Écoute, c'est tout ce qu'on lui souhaite, à cette équipe des Three Lions. Écoute, moi de mon côté, effectivement, j'étais, assez, entre guillemets «content» de voir que, l'Irlande, rivalisait en première mi-temps, notamment parce que, j'ai trouvé que Kelleher avait été, pas mauvais dans ses interventions. Puis comme tu l'as dit, hein, bon, carton rouge, de Scales, enfin double jaune, on va dire. Et puis voilà, c'est clair que après c'est du baby-foot quoi, donc c'est plus le même sport. Bah écoute, je pense qu'on va, hem, finir, ces petits, florilèges des matchs, par un petit, Italie-France, si tu le veux bien. Encore Le un gros match, je morceau. pense. Ouais, le Le gros gros morceau, il y a beaucoup de choses à dire. Hem, écoute, moi, tout ce que je peux dire, c'est que j'étais pas habitué à ce que, Digne soit aussi bon et Rabiot marque autant de buts de la tête. Donc voilà, on a quand même eu, une séquence où, on s'est fait prendre de vitesse, notamment par le but de Cambiaso. Donc voilà, on a encore des lacunes, on le savait, de toute façon. Mais c'est bien, c'est une équipe que j'ai trouvée joueuse, intéressante et en cela, écoute, j'espère vraiment que ça va continuer, avec Didier Deschamps, dans ce système de jeu, qui prend, à mon sens, plus de risques, par rapport à ce que, j'avais pu voir dans les matchs de l'Euro, par exemple. Donc écoute, voilà, c'est tout ce que je souhaite, c'est qu'on ait une équipe, qui ne prône pas que le résultat, aussi, pouvoir voir des choses, qui nous émerveillent sur le terrain. Donc je te laisse la parole pour parler du match. Ah bah, plus audacieux que l'Euro, oui, totalement. En même temps, c'était pas possible de faire pire et puis que même que les matchs après l'Euro, parce que le premier match contre l'Italie, même encore, jeudi dernier, le match contre Israël, le match retour contre Mmh. Israël, c'était très, très pauvre. Donc oui, c'était plus intéressant. Déjà, les joueurs étaient volontaires parce que le match aller, la défaite, 3-1 à domicile, elle était mal passée. Et c'était un très mauvais match. Donc là, ils avaient envie de se venger. Ça s'est senti dans l'attitude, dans les duels, dans l'impact. Et vraiment, ils se sont battus physiquement. Donc ça, c'est une bonne chose. Tu l'as dit, le fait que ça se joue un petit peu plus haut, oui, c'est vrai. Ça a beaucoup moins subi parce que le match aller, par exemple, la France mène 1-0 après 10 secondes, le but de Barcola. Mais après le 1-0, c'était une muraille devant Maignan. Il n'y avait plus rien. Là, ça n'a jamais été le cas. Euh, le but que marque l'Italie, tu en as parlé, mais c'est surtout le fait que l'Italie ait pressé très, très haut sur Koundé. Koundé qui gère mal comme un petit peu comme Fabien Ruiz en avait parlé. Koundé qui gère mal la relance et la sortie de balle et derrière l'Italie. Alors l'Italie a exploité des défauts aussi de l'équipe de France, c'est les couloirs parce que comme Nkunku a très souvent joué 10 dans l'axe derrière Thuram et Kolo Muani, qui eux aussi étaient globalement dans l'axe, même s'ils avaient pour consigne de couvrir un petit peu les couloirs, ça a quand même ouvert des espaces à Di Marco à gauche et à Cambiaso à droite. C'est le but de l'Italie d'ailleurs, et c'est globalement toutes les situations sont venues de là pour l'Italie. Mais sinon, l'équipe de France n'a pas subi. Dans ce match, elle a pas tellement subi en laissant le ballon, en étant assez bas sur le terrain. Il y a eu des séquences de 10-15 minutes en première et en deuxième, mais ça n'a pas été sur la globalité. Donc c'est satisfaisant. Les coups de pied arrêtés, tu en as parlé, c'est hyper satisfaisant parce que moi, j'insiste beaucoup dessus. On en avait parlé encore et encore. À chaque fois, on en parle, mais là, 3 buts sur coup de pied arrêté, c'est trop important. Tu peux pas t'en passer. Tu peux pas dire que non, c'est une phase, c'est pas une phase spéciale, c'est pas une phase de jeu spéciale. Si, c'est une phase de jeu qui unique qui te permet d'envoyer un ballon dans la surface sans opposition. Ça n'existe pas normalement. Quand tu crées du jeu, l'adversaire il ne te laisse pas envoyer des ballons dans la surface facilement comme tu veux.
sur le joueur que tu veux, en faisant les courses que tu veux, donc c'est trop important. Et puis surtout, quand tu l'as dit, quand tu as un tireur comme lui, un pied gauche comme Lucas Digne, bah, voilà, c'est la magie des gauchers. Ils ont un seul pied, c'est-à-dire que leur pied droit ne sert strictement à rien. Et par contre, leur pied gauche est supérieur en qualité. C'est un petit peu la magie des gauchers, de beaucoup de gauchers purs. C'est comme ça. Lucas Digne est très bon avec Aston Villa, donc moi je suis content parce qu'en équipe de France, il avait encore ce step-up qu'il n'arrivait pas à passer. Peut-être que ça va être un déclic. Moi, j'estime que Théo Hernandez est supérieur à Lucas Digne individuellement, mais Théo Hernandez, il est pas bon depuis 2 ou 3 rassemblements et Lucas Digne, il est bon. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas l'installer? Ça peut être une solution. En tout cas, il mérite de continuer pour l'instant, mais Théo Hernandez sera évidemment une solution parce que intrinsèquement, il est monstrueux. Mais en tout cas, là, Lucas Digne, c'était très fort. Le coup franc qui marque. Alors, ce qui est horrible, c'est que ça va même pas lui être accordé parce que Oui, dans la règle, ça rebondit sur la barre et ça tape le dos ou la tête, je sais plus, ouais, de de Vicario, ouais. Vicario. Donc c'est un CC parce que le ballon n'est pas dans la direction du but. Il ressort du but et c'est Vicario qui l'envoie vers le but. Mais c'est pareil. Au final, c'est la manière dont Digne a frappé le coup franc qui amène le but. Donc c'est pareil. Le deuxième coup franc sur la deuxième tête de Rabiot, il est monstrueux aussi. Parce que ça éloigne le ballon du défenseur. Ça permet à Rabiot d'arriver premier sur le ballon. Et le corner est très bien frappé aussi. Euh, alors les coups arrêtés, grande satisfaction. Il y a quand même des choses qui m'ont pas plu. Le fait de ne pas réussir à créer d'occasion vraiment et à marquer hors coup de pied arrêté. C'est la lacune et ça vient du fait que Nkoukou, Thuram et Kolo Muani n'ont aucun automatisme et ça se voyait. Ils ne savaient pas comment jouer, comment faire avancer le ballon, comment se trouver. Il y a encore des lacunes. Ça manquait totalement de largeur parce qu'il n'y avait Mmh. pas d'ailier du coup dans cette animation tactique. C'est vrai. Il y a plusieurs choses qui sont pas encore très satisfaisantes, mais globalement, déjà, la France a joué ce match. Et ça, c'est une satisfaction parce que quand tu vois le match aller contre l'Italie, c'est un marasme. Quand tu vois le match contre Israël, c'est un marasme. Euh, il y avait, il y avait beaucoup de matchs ratés. L'Euro, tu en as parlé évidemment. Ça commençait à s'enchaîner, les mauvais matchs, le fait que ça n'évolue pas. Là, ils ont envie de le jouer, donc c'est satisfaisant. Et moi, j'attends encore le retour d'individualité, comme Mbappé, par exemple, pour sublimer cette équipe, notamment dans le jeu. Pour moi, ça va aider. Euh, mais oui, c'est une satisfaction. C'est première place, c'est un statut. Tu arrives en tête de série sur les quarts de finale. Tu montres à l'Italie qu'ils ne sont pas supérieurs à la France, ce qui est logique vu les dernières années. Donc oui, c'est bien, c'est une satisfaction. Oui, et puis bah, j'ai bien aimé le jeu de haut but de Thuram, qui a énormément buzzé sur Bonjourno. Ouais, il a passé un mauvais match, Bonjourno, pour le coup, face à Thuram. Et puis bon, j'ai noté que bah, Kolo Muani était en jambes, donc il n'a pas tout réussi, ça c'est une certitude. Mais en tout cas, écoute, moi ça me fait plaisir de le voir jouer, en tout cas. Ouais, Thuram, j'ai bien aimé par rapport à d'habitude aussi. Alors, c'est pas encore ce que j'attends, hein, mais déjà, il a été beaucoup plus impliqué. Il a beaucoup plus couru. Il a un petit peu dézonné à gauche. C'est lui qui provoque le deuxième coup franc, celui qui amène le troisième but de l'équipe de France, la deuxième tête de Rabiot. Euh, il a été plutôt intéressant, mais c'est toujours pas le numéro 9 que j'attends, capable de faire mal dans la surface, capable de vraiment bonifier les situations de son équipe. Parce qu'à l'Inter, déjà, c'est pas son rôle, même s'il est buteur. Il est buteur dans un schéma de jeu particulier, mais c'est surtout Lautaro Martinez qui fait ça, qui a ce rôle-là dans la surface de réparation. Et en équipe de France, il manque ce joueur-là. Tu as parlé de Kolo Muani, oui, il est volontaire, mais c'est pas non plus ce joueur-là. Coucou, évidemment, c'est pas ce joueur-là, parce que pour moi, c'est tout sauf un 9, c'est un numéro 10, comme ça a été le cas là. Ça manque bah, évidemment depuis le départ de Giroud, globalement. J'espère que ça pourrait être Mbappé, je pense que oui. Mais ça manque de ce joueur-là. Et Thuram a été plutôt bon déjà. Il a pas perdu tous ses ballons comme ça peut être le cas parfois. Euh, il a pesé sur le jeu, il a été décisif en provoquant les fautes. Très impliqué mentalement, physiquement. Oui, oui, plutôt mieux que d'habitude. Un point sur lequel je veux revenir avec toi quand même, parce que on a vu quand même des latéraux italiens. Je parle de Di Marco et Cambiaso, très bons au final. Donc ils ont réussi à déborder et puis bah, ils ont eu voilà, un fond de jeu quand même énorme. Est-ce que ben, finalement c'est aussi
entre guillemets, dû au fait qu'on a, densifié, le centre. Donc on a laissé, plus ou moins, voilà, l'Italie faire son jeu sur les ailes pour toi? Oui, forcément, même si Deschamps l'a expliqué en après-match et il a eu raison, il a expliqué moi, c'était une de mes vraies critiques après le match aller, heu, Di Marco et Cambiaso, ils faisaient ce qu'ils voulaient au match aller. Ça veut dire qu'ils se baladaient, ils n'avaient jamais personne sur eux. Na Personne dans un staff de 6 ou 7 personnes, j'en sais rien, personne n'avait eu l'idée de dire: «Mais qui va s'occuper de Di Marco et de Cambiaso?» Et là, là Deschamps, il l'a dit en après-match, il a dit: «Ah bah, cette fois, on s'en est bien occupé, c'était, Koundé et Rabiot, Koundé et Guendouzi d'un côté et Lucas Digne Et et Rabiot. Rabiot de l'autre côté». Donc cette fois, il avait prévu ce fait-là, sauf qu'il y a toujours eu des lacunes parce que normalement, c'est pas un milieu de terrain qui doit s'occuper d'un latéral adverse, c'est ton ailier qui doit s'occuper du latéral adverse, qui doit le suivre. Là, ça aurait dû être, par exemple, ça aurait dû être Kolo Muani et Thuram si tu mets Nkunku un 10 dans l'axe. Sauf que comme Nkunku et Thuram, ils étaient positionnés aussi dans l'axe, eh ben, tu n'as pas d'ailier. Donc tu n'as pas de joueurs qui ont pour mission de suivre Di Marco et Cambiaso. Ça a été compensé, c'est vrai, il a raison, Deschamps, il y a pensé cette fois. Ça a permis de moins les voir exister, mais ils sont quand même décisifs. Ça, c'est un problème parce que ils ne doivent pas être décisifs normalement. Bon, ça peut arriver, mais ils ont quand même eu des situations. Cambiaso a une autre situation très chaude où il frappe juste à côté. Di Marco a une autre situation chaude aussi. Donc ils ont quand même existé. Ça a été réfléchi parce qu'à l'aller, il n'y avait rien, ce qui n'est pas normal à ce niveau-là. C'est pas possible de n'avoir rien prévu. Là, il avait prévu quelque chose avec ces deux latéraux, Koundé et Digne, et deux milieux de terrain, Rabiot et Gendouzi. C'était un peu plus performant sans être totalement performant, mais c'est pas grave parce que en dehors de ça et d'avoir laissé quelques situations à l'Italie, ce qui n'est pas très grave, il y a eu des choses, on en a parlé, de l'équipe de France, capacité à faire mal offensivement, à jouer plus haut sur le terrain, à avoir des séquences de possession, alors que normalement, tu abandonnes totalement le ballon et tu subis très proche de Maignan. Il y a Maignan en plus qui est décisif en toute fin de match aussi. Il y a eu des choses quand même, les coups de pied arrêtés, des très, très bonnes choses sur coups de pied arrêtés, de l'envie, donc voilà, il y a beaucoup de bonnes choses et il y a quelques petites choses qui m'embêtent et tu as raison, le fait que Di Marco à gauche et Cambiaso à droite existent autant, c'est pas normal, ça doit être compensé. Le problème, c'est que si tu joues vraiment avec un 10, Nkunku et 2 attaquants dans l'axe, Thuram et Kolo Muani, tu n'as pas d'ailier, tu n'en as pas. Donc tu peux compenser comme il l'a fait avec tes milieux de terrain, avec Guendouzi et Rabiot, mais c'est pas pareil qu'avoir un ailier qui est proche de son latéral. On en revient Oui. à Greenwood et Nuno Mendes. C'était ça le marquage à avoir. Si Greenwood suit Nuno Mendes, il n'y a pas le premier but du PSG. C'est ton ailier qui doit suivre le latéral adverse. Là, il n'y en avait pas d'ailier, donc c'était pas possible. Mais il l'a fait avec les milieux de terrain axiaux. Ça a mieux fonctionné sans être totalement performant. Mmh. Et par rapport à cette densification du centre, est-ce que c'est pas aussi, ben, finalement, une contrainte, que s'est mise Didier Deschamps par rapport à sa charnière n'a pas fait des matchs extraordinaires dernièrement justement? Où il y avait, ben, tu vois, par exemple, un Saliba, qui concédait quand même, pas mal d'occasions. Oui, c'est possible, mais moi je les ai trouvés plutôt rassurants sur les deux matchs. Alors face à Israël, il y a quasiment rien à faire, mais Konaté ou Upamecano, c'était intéressant, j'ai trouvé face à Israël, c'était plutôt sérieux. Ils n'ont pas donné de but. Alors, ils en ont pas sauvé parce qu'il n'y avait pas de situation quasiment pour Israël, mais ils n'ont pas donné de but. C'est déjà une satisfaction. Quand tu as peu de ballons, tu peux faire une erreur sur un dégagement, sur une relance. Ils n'en ont pas fait. Et là, Saliba, face à l'Italie, je l'ai trouvé bon. Je l'ai trouvé intéressant. Je l'ai trouvé fort au duel. Pas d'erreur non plus. Konaté, je le trouve toujours fort, de toute façon, peu importe les matchs. Non, moi, je suis assez satisfait. Il y a l'erreur de Koundé sur le but de l'Italie, mais c'est pas très grave, ça arrive, c'est rien. Il a globalement aussi essayé d'apporter un peu plus haut sur le terrain en tant que latéral droit. Heu, j'ai retrouvé des forces défensivement et c'est peut-être parce que l'axe a été densifié, tu as raison. Parce que moi, ce que j'aurais pu imaginer avant le match, c'était de ne pas mettre Guendouzi, d'avoir Nkunku comme ça a été le cas en 10, d'avoir que, Rabiot et Koné et d'avoir, 2 ailiers et Thuram ou Kolo Muani devant. Kolo Muani par exemple à droite, Barcola à gauche ou Olise à droite, Barcola à gauche et un numéro 9. Il a pas fait ça, il a enlevé un attaquant. Moi, c'est toujours la question, est-ce que tu joues à 3 devant ou à 4 attaquants? Là, il a rajouté Guendouzi au milieu de terrain. C'est vrai que ça stabilise, forcément. Ça stabilise défensivement, tu as raison, c'est sûr. Est-ce que ça empêche aussi de jouer plus avec ballon? Oui, aussi. Parce que si on crée pas tellement avec ballon et si on n'a pas tellement d'occasions dans le jeu, c'est aussi parce que tu as choisi un profil comme Guendouzi qui est plus à l'aise pour harceler l'adversaire, pour récupérer des ballons que pour créer le jeu. Oui,
Mais ça a stabilisé, on n'a pas trop subi. C'est une satisfaction aussi. C'est ce que Deschamps veut d'ailleurs. C'est l'identité de Deschamps, c'est ça, hein. Donc qu'il choisit ça, c'est pas étonnant. Mmh. Maintenant, il peut choisir ça et essayer de créer plus que sur coup de pied arrêté. C'est ce que je demande et ce que j'attends de voir pour la suite parce que sinon ça suffira pas, tout simplement. Ça suffira comme d'habitude pour atteindre des bons niveaux, mais dès que tu joues contre une équipe qui a, elle, des certitudes totales dans le jeu comme l'Espagne, c'est terminé. Tu peux te défendre autant que tu veux, c'est terminé. L'équipe qui joue mieux au foot gagnera toujours, si elle sait jouer au foot. Donc il faut trouver d'autres choses pour l'équipe de France et c'est ce que j'attends maintenant. Et à noter aussi, hein, la très bonne prestation de Koné aussi, qui a fermé énormément, qui a évidemment harassé, récupéré des ballons. Donc oui, ça fait partie aussi, de la bonne, satisfaction de ce match. Ouais, moi j'aime beaucoup, il est très bon, il a toujours un gros impact physique, un gros volume de jeu. C'est-à-dire qu'il couvre une zone très large du terrain. Il part de sa moitié de terrain et il est capable de se retrouver assez proche du but adverse. Alors c'est toujours pas un numéro 10, c'est toujours pas un meneur de jeu, toujours pas le joueur qui va te déclencher la dernière passe, l'avant-dernière passe, toujours pas Bernardo Silva, mais c'est un très bon niveau. Hem, il est en concurrence avec un joueur comme Camavinga, par exemple, ce qui n'est pas facile, mais il montre qu'il peut largement jouer. Manu Koné, moi j'ai beaucoup aimé. C'est un milieu très travailleur et en même temps qui est à l'aise, qui est fin avec ballon. Il est capable alors c'est pas des passes compliquées, hein, il va pas te trouver une passe comme Rodri, il va pas non plus aller très haut sur le terrain dans la surface adverse pour être décisif comme Rodri, mais il est assez fin avec ballon pour organiser le jeu d'assez bas, les premières passes en tout cas. Ça manque d'un joueur devant lui pour moi qui va bonifier ça, un Griezmann évidemment, mais il est plus là, il faut trouver ce joueur-là. C'est pour ça que moi je parle beaucoup d'Akliouche ou de Cherki, parce que c'est ce genre de joueur-là devant Manu Koné qui va bonifier encore le jeu de ton équipe. Mais oui, oui, très intéressant, un Tchouaméni qui souvent pour moi n'a pas le niveau en équipe de France, Manu Koné peut être une solution, ouais. Je vais ouvrir une, page, Rabiot, je vais un peu digresser. J'ai pas mal échangé, sur X, sur, le placement de Rabiot. Alors voilà, là, il a été mis en milieu gauche, et le débat portait sur, pourquoi est-ce que Roberto De Zerbi le place, milieu droit? On est parti sur, finalement, une possibilité que, Roberto De Zerbi aime jouer avec des faux pieds, au final, sur le milieu. On est d'accord que, ce n'est pas parce que, tu, joues, milieu droit alors que tu as l'habitude de jouer milieu gauche que tu vas faire un mauvais match. Non, non, pour moi ça n'a rien à voir avec ça, parce que c'est pas réellement milieu gauche ou milieu droit, il joue milieu axial, il joue milieu central. Ouais, Oui, c'est vrai que ça change. Là, il est aligné sur son. C'est-à-dire que tu as un numéro 6 en équipe de France ou à l'OM, c'est pareil d'ailleurs. Et puis, tu as deux joueurs devant. Surtout en équipe de France, là, avec trois vrais milieux de terrain, parce qu'à l'OM, c'est encore différent. Il y a un numéro 10, un vrai numéro 10, en tout cas avant, quand il y avait Harit et Carboni. Mais en équipe de France, il y a un numéro 6 et deux numéros 8. Donc, tu choisis lequel de tes deux numéros 8 et tes deux milieux de terrain axiaux va occuper plutôt une partie gauche et plutôt une partie droite. Là, ça a été Rabiot à gauche et Gendouzi ou Manu Koné à droite. C'est pas pour ça, pour moi, que la différence de performance entre l'équipe de France et l'OM, c'est tout simplement, moi, je remarque ça, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais c'est ce que je remarque, c'est qu'il est beaucoup plus craintif avec l'OM qu'avec l'équipe de France. Heu, il a peur de rater des choses à l'OM, d'être responsable d'une perte de balle, d'un positionnement trop haut et que ça coûte un but ou que ça coûte une défaite et il comme il joue est comme un craintif de ça, sénateur. ouais, en fait, il prend aucun risque avec l'OM, alors que là, avec l'équipe de France, il est totalement libéré. Tu le vois, il fait des courses de partout, il va demander le ballon à gauche, il va aussi demander le ballon à droite. Il amène des possibilités au porteur du ballon devant lui, alors qu'à l'OM, il le fait quasiment jamais. Il reste à sa position et il se contente de faire tourner le ballon de manière assez simple. Là, en équipe de France, il s'en fout, en fait, il est totalement libéré. Il court partout, il gagne ses duels de la tête, il va dans la surface. À l'OM, c'est pas encore le cas, mais c'est pour ça que je suis pas inquiet. C'est parce que pour moi, c'est pas tellement une question de positionnement. Ça peut être une possibilité de le repositionner milieu central gauche, sur son pied gauche, dans la partie gauche du terrain axial du terrain. Mais c'est pas tellement ça, c'est surtout un déclic pour se dire OK, c'est pas parce que je suis formé au PSG ou que tout ça que je dois pas prendre de risques, que je dois pas essayer d'amener quelque chose en plus. Donc ça va venir pour moi en fait, je suis pas inquiet du tout. Je pense qu'il va se libérer,
va prendre le rythme des matchs aussi parce il a pas joué pendant un moment, hein, tout l'été, il s'est pas quasiment pas entraîné avec un club, il a pas fait de préparation. Mmh. Ça va venir, je suis pas inquiet du tout. Je pense qu'il va retrouver ça, qu'il va de plus en plus prendre confiance, s'imposer comme un leader petit à petit. En équipe de France, en fait, il est tellement un leader avec Deschamps. Tu as bien vu, il peut se passer n'importe quoi. Deschamps, il l'appelle, il le met titulaire dans les matchs importants. Il compte tellement sur lui, alors que Rabiot, c'est un joueur qui avait refusé d'être réserviste, hein. Il avait dit: «Moi, Oui, je suis pas réserviste». Deschamps, c'est son enfant, c'est son fils, donc en fait, il a tellement confiance que, bah, il est libéré. À l'OM, c'est pas le cas du tout encore, mais ça va venir. Pour moi, ça va venir, je suis pas inquiet. yep, petit aparté. Je finirai évidemment par parler, des, joueurs de la Squadra Azzurra. J'ai été très, déçu par la prestation de Locatelli qui a raté énormément, au final, de ballons, à vouloir jouer en profondeur à, finalement très peu toucher Retegui ou Barella, et cetera. Est-ce que tu as eu le même ressenti? Ouais, oui, oui, quand tu compares, Locatelli et Tonali, c'est pas le même niveau pour moi, hein. Il y a un vrai gap parce que Tonali, c'est vraiment un joueur de classe mondiale, qui est capable de marquer, qui est capable de passer, capable de récupérer des ballons. Locatelli, dès que tu l'approches un petit peu du but adverse, c'est terminé, hein. Tu peux espérer un drop 3 points au rugby, mais tu peux pas espérer grand chose de plus. Non, non, pour moi, c'est limité. C'est Ça reste un joueur intéressant, mais à un très haut niveau, je suis pas sûr de son apport. Contrairement à un Tonali, par exemple, ou même un Barella, même si dernièrement c'est plus compliqué. Mais Barella a montré déjà un très haut niveau qui pouvait faire des différences. Locatelli, je l'ai jamais vu. Heu il avait été très bon à Sassuolo, avec De Zerbi, si je dis pas de bêtises. Mmh. Hem, mais c'est un joueur qui reste assez limité au plus haut niveau pour moi, comparé à d'autres individualités comme Tonali, comme Barella. Et puis tu as parlé de Retegui. Retegui, c'est aussi limité pour moi, hein. Je sais qu'en ce moment, il a beaucoup de la cote parce qu'avec l'Atalanta, ça fonctionne plutôt bien, parce qu'il est buteur en Serie A sur des matchs, que l'Atalanta domine. Mais dès que le niveau s'élève un petit peu, bah, il y a vraiment plus grand chose, quoi. Donc, il y a encore des individualités en Italie pour moi qui sont déficientes, qui sont insuffisantes et Locatelli et Retegui en font partie, ouais. On a eu, aussi la chance, hein, de voir l'entrée du fils Maldini, bon qui a pas eu, le temps de montrer, toutes ses qualités, forcément, mais je sais pas, est-ce que tu as, quelque chose de particulier à dire, sur lui? Je l'avais vu à l'AC Milan, moi je le trouve intéressant. Le joueur, je trouve qu'il est assez fin. Le problème, c'est il va forcément être comparé à ses ancêtres, parce qu'il y a pas que son père d'ailleurs, Mmh. il y a même Ouais, son grand-père, c'est un nom ouais, de famille en Italie, à Milan, qui est yep, compliqué à porter. Donc César, ouais, il faut pas en attendre, un crack générationnel, je pense pas, mais moi je le trouve intéressant. C'est par exemple pour prendre un parallèle, quand j'avais vu jouer, Ethan Mbappé avec le PSG à l'époque, quand il faisait ses 1ers matchs, bah, c'est un joueur que je trouve très intéressant, Ethan Mbappé. Le problème, c'est qu'il va être comparé à son frère qui est tout le temps, top 7 du Ballon d'Or et qui joue au Real Madrid. C'est pas la même galaxie, mais Ethan Mbappé qui est un gaucher, qui est très intéressant, qui arrive à faire circuler le ballon. Bon là, il était blessé dernièrement, mais à Lille, même en début de saison, il a été plutôt bon et au PSG aussi. Bah, là, Maldini, c'est un petit peu pareil, mais je le trouve intéressant. Je trouve qu'il a des qualités techniques, il est assez fin techniquement, et il a une vision du jeu intéressante. Il peut progresser, il peut apporter en tant que titulaire, pourquoi pas, c'est pas le cas encore. Il y a des joueurs supérieurs à lui, mais le truc, c'est qu'aussi l'Italie, je le disais, pour moi, l'Italie, c'est une génération qui n'est pas dorée, c'est une génération qui manque d'individualité. Il y en a quelques-unes, mais ça manque d'individualité. Là, par exemple, quand il manque Calafiori, bah, il y a plus grand-chose derrière, à part Bastoni. Mais ça manque globalement dans tous les secteurs de jeu, ça manque d'individualité, donc ça peut permettre à Maldini de s'imposer, d'avoir du temps de jeu. Il faut qu'il ait un plus gros volume de jeu, il faut qu'il soit plus tueur, il faut qu'il soit capable de faire plus mal offensivement, mais moi je trouve des qualités, je trouve qu'il a sa place. yep. Dernière question et après on va se pencher sur le cas de la sélection belge. Est-ce que c'est une question piège? Est-ce que tu penses que, si on avait eu Donnarumma dans les cages, on aurait, finalement pas pu marquer autant de buts? Ah les Je sais pas, les buts ne sont pas tellement la faute de Vicario. En tout cas, la deuxième tête de Rabiot, il y peut rien parce qu'il le met à l'opposé sous la barre. Le coup franc, bah, c'est un peu de la malchance parce que c'est leur body dessus. Il peut pas faire l'arrêt direct sur la 1re frappe. Il peut pas tellement non plus, ouais, empêcher que ça rebondisse sur lui.
Et le 1er but, non, le premier but, c'est surtout le premier but de la tête de Rabiot, surtout Di Marco qui n'est pas bien positionné, qui peut pas empêcher le ballon de rentrer. Alors moi, je préfère Donnarumma à Vicario, honnêtement, même si Donnarumma me déçoit beaucoup, je préfère Donnarumma à Vicario. Donc moi, je continuerai avec Donnarumma, ça c'est sûr, peu importe, si je suis au PSG ou en Italie, je continuerai avec Donnarumma parce que je pense qu'il personne n'a réussi à tirer le meilleur de Donnarumma. Donc moi, j'essaierai ça, mais est-ce que ce match-là, il aurait changé quelque chose? Je pense pas. L'Italie n'a pas fait un bon match. L'Italie a trop Mmh. n'a pas gagné ses duels. Les Italiens avaient moins envie de gagner le match que l'équipe de France. Je ne sais pas s'ils avaient moins envie ou s'ils se sont dit: «Bah, ça va être facile parce qu'avec le match aller, parce qu'on a entre guillemets, on doit éviter de perdre par 2 buts». Mais à force de perdre les duels, à force de pas réussir à construire le jeu, mis à part Di Marco et Cambiaso, bah, il y avait pas grand-chose. Et donc, je pense pas que Donnarumma aurait changé quelque chose, mais je préfère Donnarumma. Moi, c'est un gardien que j'adore, même s'il m'énerve beaucoup. C'est un gardien que j'aimerais avoir dans mon équipe si je suis coach. S donc je continuerai avec Donnarumma. Moi, c'est en cela que, enfin, je j'ai pas trop compris la titularisation de Vicario sur ce match par Il Spalletti. était malade, il a eu un virus, une infection intestinale, je crois, Donnarumma. C'est parce D'accord, qu'il a joué contre la Belgique, hein. Il s'est oui. senti mal, c'est pour le préserver plus qu'autre chose et puis pourquoi pas essayer Vicario, mais moi je préfère c'est comme au PSG, c'est la question se pose, beaucoup de gens posent la enfin certaines personnes posent la question entre Safonov et alors ils ont même posé la question avec Thénas à un moment. Alors là, Oui, il fallait oser, hein. Mais non, même avec Safonov, mais moi je préfère Donnarumma partout. Je trouve que c'est un super gardien. Il est encore jeune. Il a beaucoup de progrès à faire pour être un top gardien. Mais moi, c'est un gardien que j'aime beaucoup. Là, il était pas à 100 donc ils l'ont mis sur le banc. Mais c'est un gardien que j'aime énormément. d'accord, j'avais pas cette information. OK, bah, écoute, ça veut dire que, maintenant on va passer, à, bah, ce qui se passe, du côté de la Belgique, et surtout, l'avenir de Tedesco. Donc on l'a vu, je sais pas si j'ai la possibilité de te sortir tous les derniers matchs de la Belgique là, mais, grosso modo, c'est pas ouf, ouf, ouf du tout, du tout, du tout. C'est quoi? Ils ont perdu 1-0 contre Israël. On a, évidemment, aussi contre l'Italie. Ils ont perdu évidemment contre la France aussi. Ils ont, avec un carton rouge, côté italien, ils ont réussi à faire un match nul. Bref, à part le 1er match contre Israël, tout le reste, c'était, pas au niveau, quoi. Donc vas-y, je te laisse en parler. Mais depuis l'Euro, globalement, c'est pas satisfaisant. Déjà, l'Euro n'était pas satisfaisant. Heu Alors, ils sortent contre l'équipe de France sur un quelque chose qui est un peu malchanceux, le but dévié de Kolo Muani, un petit peu chanceux, c'est un but contre son camp d'ailleurs, c'est même pas un but de Kolo Muani, je crois. Mais globalement, c'est pas satisfaisant parce qu'après l'Euro, tu pouvais dire: «Bon OK, c'est un coup du sort, c'est ils ont quand même réussi à passer les groupes», mais maintenant avec les 3 qualifiés, c'est même plus un miracle de passer les groupes, mais OK, Tedesco était encore pas là depuis longtemps, sauf que là, ça s'est encore empiré la situation, par rapport à l'Euro. Il y a encore moins d'individualités qui ont envie de venir. Il y a encore moins d'idées tactiques. Il ne s'est stabilisé sur rien. Il était resté dans cette ligne à 3 derrière, soit avec Zeno de Basse latéral droit, soit avec Théâtre latéral gauche. Contre Israël, sur le dernier match, il change totalement. Il met 2 vrais latéraux, mais alors il met Timothy Castagne, latéral gauche, qui est un pur droitier. Mais qu'est-ce que tu veux faire en fait? Quelle est ta conviction? Qu'est-ce que tu as envie de faire, Tedesco? J'ai envie de lui demander parce que il change tout le temps. Dès qu'il met quelque chose, c'est pas cohérent. Si tu veux jouer avec 2 vrais latéraux, il fallait le faire au premier match et mettre De Kuyper latéral gauche, un vrai gaucher, au lieu de mettre Théâtre latéral gauche. Je comprends rien à ce qu'il veut faire. Euh, ouais, il faut changer de coach parce que la Belgique, c'est un statut, c'est un standing supérieur à ce que je vois là. Tedesco, c'est un jeune coach. Ça me fait penser un petit peu à Nagelsmann au Bayern Munich qui essayait de faire des trucs, totalement ahurissants. Sauf que tu es pas là pour apprendre au Bayern Munich, en fait. Tu es là pour gagner des titres et mettre un truc qui marche depuis des décennies et des décennies en place au Bayern Munich. Si toi, ce que tu mets en place, ça fonctionne pas, va faire tes essais ailleurs. Et puis Nagelsmann est devenu un très, très bon coach avec l'Allemagne maintenant. Pour moi, c'est aujourd'hui un très, très bon coach. Mais Tedesco, il peut pas faire des essais bizarres et changer à chaque fois et je comprends rien à ce qu'il fait avec la Belgique, c'est pas possible. C'est pas un laboratoire la Belgique. C'est un effectif qui est censé pouvoir concourir pour des titres. Là, il concourt pour rien du tout là. Et
les cadres, ils ne veulent plus venir. Courtois, il veut plus venir, mais c'est pas normal d'avoir le gardien du Real Madrid qui veut plus venir. C'est pas Mmh. possible. De Bruyne, dès qu'il vient, il fait la gueule, il est fatigué, il a pas l'air bien de s'entendre avec lui. Lukaku, il s'entend pas bien avec lui. Lukaku, il avait été terrible à l'Euro, notamment contre la France, parce qu'il a l'air de s'en foutre de son sélectionneur. Parce que quand tu le vois avec Naples et avec le coach de Naples, Mmh. Antonio Conte, bah, c'est pas le même joueur, hein. Il, il pousse le ballon sur 40 mètres, il dégage tout le monde, il est décisif. Non, il faut changer. Il faut changer. Le problème, c'est que la Belgique n'a pas tellement un vivier de coach, malheureusement. Euh, Will Steele, mais Will Steele, il est encore jeune, pareil, il fait des essais entre Reims et Lens. Tactiquement, il change tout le temps. Euh, un coach étranger, un autre coach étranger qui a plus de certitude, qui va imposer quelque chose. Il faut trouver une solution parce qu'aujourd'hui, c'est pas bon du tout. La Belgique, tout le monde peut battre la Belgique aujourd'hui. La France, avant, tu te demandais, tu dis, ah, c'est marrant, il y a de l'enjeu contre la Belgique. Est-ce Mmh. qu'on va gagner encore? Là, aujourd'hui, tu es sûr de battre la Belgique à chaque fois. Euh, C'est fou, il hein. faut, il faut changer quelque chose. Je sais pas ce que tu en penses, mais Ah oui, bah, moi, je suis totalement d'accord avec toi. Là, je crois que, il y a pas, 36 000, voilà, façons de faire. Après, le comité, ben, de direction belge se dit pas que, de toute façon, on a personne de mieux, donc autant que ce soit lui, comme ça, au moins, voilà, on va passer, quelques mauvais moments et puis, sur un malentendu, ça peut marcher, ouais. Après un s'il coach commence à étranger. perdre, ouais, Un coach étranger, là, de plus en plus, là, l'Angleterre prend un coach allemand, ouais, le Portugal a Martinez, ça existe de plus en plus. C'était pas un drame, alors ça peut énerver quelques patriotes, pourquoi pas. Mais c'est pas un drame d'avoir un coach étranger en sélection nationale si tu estimes que tu as pas le vivier pour mettre un coach belge. Ce qui peut être problématique, c'est qu'il doit avoir un contrat intéressant, Tedesco, qu'il lui reste pas mal de temps et qu'ils vont devoir sortir 1 ou 2 millions d'euros forcément, ça, plus payer le nouveau coach. Une fédération, c'est pas un propriétaire, quoi. C'est l'argent du pays, donc ils peuvent pas non plus faire n'importe quoi. Mais à un moment, il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose parce que là, ils vont nulle part. Il y a rien qui est en train de se construire. Les individualités, elles font la gueule. Les stars, elles font la gueule. Il y a rien. Donc, non, non, il faut trouver une solution et ça passe par un staff. Moi, j'aurais changé. ouais. Ah, c'est ce qui me paraît le plus cohérent là, hein, ouais. Je pense que, si, il continue, malheureusement, ouais, ça va pas, enfin, voilà, ça peut pas marcher. Donc, il faut absolument qu'il trouve, la une personne intéressante, quoi. Donc, ouais, Qui? C'est la question, c'est qui? ouais, ah ouais, bah là, je crois qu'on est clair. On se demande, qui pourrait avoir les épaules. Ouais, je sais pas, et j'ai du mal à comprendre ce qui s'est passé déjà, à l'époque, quand on disait que, Thierry Henry, machin bidule, il y avait l'histoire avec le staff, et cetera. Donc, j'ai du mal à comprendre, tous les tenants et les aboutissants de ce qui s'est passé. Ben, il a été adjoint longtemps de cette Ouais, sélection, avec Martinez notamment, qui maintenant est le sélectionneur du Portugal. Euh, il a travaillé longtemps avec cette fédération. Je crois qu'il avait postulé pour le poste de sélectionneur quand Martinez était parti au Portugal, justement. oui, Je crois que la Belgique avait choisi autre chose, avec Domenico Tedesco, qui était un numéro un déjà avant ça, qui avait eu d'expérience de numéro un. Du coup, Thierry Henry s'était rabattu sur les espoirs français. oui, Mais ça peut être une vraie solution, honnêtement. Tu fais bien d'en parler aujourd'hui. Ce qu'a fait Thierry Henry avec les espoirs, au JO, moi j'ai trouvé ça bien, le fait d'aller oui, en finale. Il n'est pas loin de gagner la finale non plus. Tactiquement, c'est plus du tout le même Thierry Henry que celui de Monaco, parce que la défense à 5 qu'il avait à Monaco, c'est plus du tout pareil aujourd'hui, il a changé. S'il a des certitudes, ça peut être une solution, pourquoi pas. Il connaît cet effectif. A oui. priori, il est plutôt proche des cadres comme Lukaku, comme De Bruyne, j'en sais rien, mais après, il n'y a pas de raison. Mmh. Comme Courtois, il n'y aurait pas de raison non plus, parce que Courtois, il a dit que dès que Tedesco se barrait, bah, il reviendrait. Donc, oui, ça peut être une solution. Yep. Écoute, là, pour l'instant, j'ai envie de sortir les criquets.
On n'a pas grand-chose à dire de plus, malheureusement. D'ailleurs, attends, c'est quoi le je vais regarder quand même, c'est quoi les prochains matchs de la Ah bah, là, demi-finale? c'est la Ligue 1 maintenant qui va reprendre vendredi, il y a 2 matchs. Il y a Monaco-Brest à 19h, Ouais, un match important et il y a PSG-Toulouse à 21h et puis yes, après, bah oui. Ligue 1 samedi, dimanche évidemment. Ouais, Ligue 1, ça me fait penser que, bah, il va y avoir aussi, la Ligue des champions qui va Ouais, arriver assez vite. c'est pour ça qu'il y a 2 matchs le vendredi d'ailleurs, c'est parce que comme il y a la Ligue des Ouais, champions la semaine d'après, bah, Monaco joue la Ligue des champions et c'est bien de les faire jouer le vendredi pour avoir plus de récup. Le PSG, c'est pareil. Alors il y a le débat, est-ce que Monaco pourrait pas jouer à 21h et le PSG à 19h? Oui, mais ça change pas grand-chose. Moi, je trouve ça mieux de jouer à 21h. Déjà, tu as plus de lumière, les gens préfèrent regarder à 21h qu'à 19h. En tant que joueur, tu es un peu plus réveillé à 21h peut-être, mais ça change rien. C'est des équipes qui jouent la Ligue des champions, donc de toute façon, elles doivent jouer le vendredi. Ça va être ouais. important. C'est la bataille premier deuxième un peu décalé le vendredi, ça va être bien. Ouais, bah, écoute, hein, pour l'occasion, j'en profite. Le retour, le retour! C'est la nouvelle musique ou c'est l'ancienne? Non, c'est l'ancienne Oh, ça. c'est l'ancienne, c'est l'ancienne. Ouais, c'est ça. Moi, je suis old school, moi. Bah, écoute, vivement le retour de notre chère, Ligue 1, qui nous manque, même si, c'est la Farmers League à ce qui paraît. Donc Ah bah, avec les résultats européens, on peut plus dire ça, là, plus personne peut dire ça et il y a c'est sûr, tous les c'est clubs sûr. peuvent se qualifier après 4 matchs, c'est très satisfaisant et le niveau de la Ligue 1, ben, peut-être qu'il est il est inférieur aux 4 autres qui sont devant, c'est possible, mais il progresse, avec peu de Ouais, moyens parce que les droits TV ont été attribués, alors chacun dira ce qu'il veut, mais à un niveau qui était moins que ce qui était annoncé. Il y a pas mal de clubs qui ont des difficultés financières parce que le modèle économique du foot trouve des limites dernièrement, mais il y a quand même des idées, il y a quand même des résultats, des performances, donc c'est bien. yep. Donc pour cela, écoute, je pense qu'on a fait un tour, d'horizon, de cette, superbe, Ligue des nations et on se retrouve, lundi prochain pour, parler, football, et surtout de notre chère Ligue 1. Il y a plus de trêve internationale jusqu'en mars maintenant, jusqu'au quart de finale de la Ligue des nations. Donc maintenant Exactement, ça va enchaîner championnat, championnat, championnat. et franchement, rien que pour ça, je sors je sors le son parce que ça fait du bien de pouvoir se dire que là, on va parler des matchs bon, désolé, hein, mais c'est pas non plus, une compétition que je porte dans mon cœur, la Ligue des Nations, pour être totalement transparent. Donc, je suis bien content quand même qu'on retrouve, nos petits matchs, du week-end et puis que je puisse, voir si je vais être, 1 de, mon MPG, voir si je vais gagner. Voilà, donc, bah, écoute Manu, hein, J'ai merci jamais joué beaucoup. j'ai jamais joué à mon petit gazon, il faudrait que je joue, mais le problème c'est qu'il y a des limites de budget, tout ça. Moi je veux pas de limite de budget, je veux acheter tous Ah, les meilleurs joueurs, donc je veux pas qu'on me dise: «Non, tu peux pas acheter un tel». Donc tu peux je veux après, tu acheter peux. tous les meilleurs joueurs et je ne peux pas, donc ça m'énerve. Tu peux après, tu as un système où justement tu pars du principe que tu peux, activer un système d'enchères, tu vois? Et cetera, donc tu Oui, mais peux, je hein. veux a je veux acheter le joueur que je veux pas faire une enchère, je veux acheter le joueur qu'il me faut, tous les joueurs qu'il me faut, donc ça ne me convient pas. Eh ouais, mais, un jour je te ferai jouer, t'inquiète. D'accord. Voilà, la petite pub, pour MPG les amis, voilà, c'est cool. Bref, allez, sur ce, je vous dis, à lundi prochain et encore merci Manu, merci Yarsen à Merci, la régie merci Arsène et et lundi c'était prochain avec tous les championnats. et c'était formidable. Merci, merci. Allez, ciao tutti.